On connaît beaucoup le Japon pour ses animés, mangas et notre chaîne en parle beaucoup, c'est un fait. Personnellement, il y a un aspect du Japon qui m'a toujours intrigué et je parle ici du folklore japonais. Que ce soit pour ses mythes et ses légendes, on les retrouve dans les films, les livres, les mangas et sur même plein d'autres choses. Il faut savoir qu'il existe dans le folklore japonais des tonnes et des tonnes d'histoires vraiment très intéressantes qu'on pourrait diviser en plusieurs catégories. Bref, assez de bavardage, enfilez vos masques de Oni car dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques yokai. Hey, si je meurs, je viendrai te hanter comme à la double mi. Hey, et y aura un blême, je te réponds un hey, te vois pas la face, c'est que t'es dans la misère. Avec une prendre du plaisir, y a pas de langue de vipère. Je meurs, je viendrai te hanter comme à la double mi. Dans le folklore nippon, on ne va pas parler de démons mais de yokai. Retour en salle des classes pour analyser le mot. Si on fait un rapide bilan de ce qu'on peut trouver sur internet, on comprend que le kanji yo signifie attirant, envoûtant ou encore calamité. Du côté du kanji kai, on pourra le traduire par mystère et merveille. Sachant que le mot englobe pas mal d'entités dans lesquelles on peut retrouver les esprits, les fantômes, les ogres, des démons ou tout le reste de trucs chelous, s'il faut retenir une chose avec tout ça, c'est que le monde des yokai est vraiment très vaste. Au détour d'une balade dans ce monde, on pourra rencontrer des oni, des dieux, des humains, des animaux transformés, ou encore en passant par la rivière en contrebas, une petite possession spirituelle. Et tout cela en plus des phénomènes paranormaux. Maintenant que vous avez compris que les yokai c'est un truc bien sympathique et convivial, on va se recentrer sur quelques entités et quelques divinités. Numéro 1, le Tengu. On part sur une divinité qui est tout de même pas mal représentée, très connue et très appréciée de la culture japonaise. Les Tengu, qui de nos jours sont souvent représentés par un masque rouge avec un long nez que vous avez sûrement déjà vu, n'ont pas toujours eu cette représentation. Si on prend le terme Tengu, on se rend compte qu'il est tiré d'un démon du folklore chinois appelé Tiangu. Et il faut savoir que ce démon avait une forme que l'on pourrait qualifier de canine. La première mention du Tengu a été considérée dans le chapitre 23 du Nihon Shoki, où une grande étoile filante est identifiée par un prêtre bouddhiste comme un chien céleste. Petit problème, on pensait à l'époque que ça pouvait créer un amalgame entre deux divinités, le Tiangu et l'esprit renard Ulijing. Pour certains, le passage d'un chien céleste à un homme oiseau était un peu bizarre. Ils ont donc soutenu l'idée que le Tengu était un dérivé de la divinité aigle Garuda, et cela va encore poser des soucis sur les origines du Tengu. Les Tengu étaient avant peints comme des milans. Plus tard, ils sont humanisés tout en gardant un bec qui sera ensuite dépeint comme le long nez que l'on connaît aujourd'hui. Lorsqu'on se penche sur le bouddhisme pour mieux comprendre le Tengu, on découvre au départ un démon perturbateur annonçant la guerre là où il passait. Le plus intéressant dans tout cela, c'est qu'au fur et à mesure des années, l'image du Tengu s'est adoucie. Si autrefois on le voyait comme un être maléfique et de mauvais augure, aujourd'hui on le considère comme un protecteur. On pourra le retrouver dans des mangas comme Toriko, Gantz Naruto et dans le jeu vidéo Sekiro Shadow Die Twice, à savoir que le Pokémon Tangali s'est inspiré lui aussi du Tengu. Numéro 2, le Kitsune. Deuxième entité de cette petite sélection et qui est tout aussi connue que la précédente, si ce n'est plus. Et oui, aujourd'hui je vais vous parler des Kitsune, mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend la traduction, cela désigne renard, et si on cherche un peu la signification, eh bien on trouve absolument rien. Enfin, j'entends par là que son étymologie est assez mystérieuse et encore inconnue à l'heure qu'il est, mais rassurez-vous, il existe plusieurs théories qui peuvent expliquer tout cela. Tout d'abord, selon certaines hypothèses, il s'agit d'une onomatopée kitsu désignant donc les bruits du renard auquel se serait ajouté le nez pour désigner l'animal. Cependant, il existe une ancienne légende qui pourrait elle aussi expliquer son nom. La légende raconte qu'un renard aurait pris forme d'une femme puis épousa un humain. Ils fondèrent une famille ensemble et vécurent heureux jusqu'au jour où l'être mystérieux fut démasqué. Suite à cela, elle se décida à quitter la maison familiale, cependant, son mari lui fit comprendre qu'elle reste tout de même la mère de son fils. Depuis ce jour, elle revint chaque soir sous forme humaine pour se coucher à côté de son mari et repartir au lever du soleil sous sa forme de renard. Une légende très touchante, mais pourquoi je vous raconte cela à votre avis? Eh bien, la jeune renarde aurait été appelée Kitsune, car dans le japonais traditionnel, Kitsune signifiait revient et dort, et Kitsune signifie revient toujours. Bon, maintenant passons à ses compétences si on peut dire ça comme ça. Premièrement, la caractéristique principale qui différencie le renard du kitsune, c'est le nombre de queues, car effectivement le kitsune en possède 9. Si un kitsune est assez puissant, il peut par 3 moyens différents prendre forme humaine, et particulièrement celle d'une jolie jeune femme. Ils peuvent soit passer par une simple possession, soit passer par l'attachement à l'esprit d'un fœtus, soit directement passer par la métamorphose. Parmi leurs autres pouvoirs, ils peuvent générer aussi ce qu'on appelle un feu illusoire, en frottant leur queue entre elles.
Le kitsune est beaucoup représenté dans la culture japonaise et je ne pense pas vous faire la surprise si je vous dis Naruto avec Kyuubi et Pokémon avec Goopix ainsi que son évolution Fenard. Niveau jeux vidéo, on pourra retrouver Harry dans League of Legends. Numéro 3, le Tanuki. Parlons maintenant d'un maître du déguisement, un yokai pouvant changer de forme comme il l'entend, le Tanuki. Le nom du Tanuki est normalement utilisé pour désigner le chien vivrain et son nom complet est Bake Tanuki qui veut dire Tanuki se transformant. Le Tanuki possède une paire de testicules plus grosses que la moyenne. Voilà, j'ai rien d'autre à dire à part ça. Plus sérieusement, c'est une caractéristique peu commune et qu'il peut utiliser de différentes manières. Parachute, bateau, filet de pêche, bref, des choses vraiment hors du commun. Il peut les étendre d'une dimension de 8 tatami jusqu'à 1000 dans certains écrits. Que dire de plus? Hormis ça, une autre caractéristique est son ventre qu'il peut gonfler à sa guise et qu'il utilise principalement comme tambour, à savoir que le bruit que son ventre produit est traduit par pompoko. Dans la culture populaire, on le retrouvera souvent avec un chapeau de paille, une bouteille de saké dans la main et aussi ce que vous savez. On peut le retrouver un peu partout dans les jeux vidéo avec Mario où le Mario Tanuki apparaît en 1988 pour la première fois dans Super Mario Bros 3, ou alors sachez que le célèbre escroc Tom Nook de Animal Crossing est lui aussi un Tanuki. On le retrouvera aussi dans Pokémon, Zelda ou encore Dofus. Côté manga, Dragon Ball GT, Naruto avec le démon Ishibi, Yu-Gi-Oh! Exile ou encore Shaman King. Vous pouvez le retrouver chez le studio Ghibli avec justement le film Pompoko qui fait référence au bruit du ventre si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit avant. Numéro 4, le gacha de Kuro. La dernière entité est assez particulière et pas aussi connue que les précédentes en termes de culture populaire, mais il faut savoir qu'il est vraiment badass. Je vous présente le gacha de Kuro, un squelette géant mesurant 15 mètres de haut. Son nom signifie littéralement squelette affamé et il est parfois appelé Otokuro. Non mais attends, un squelette ça peut pas être affamé, il peut pas manger donc c'est quoi le bail là? Toi ça dégage. Je vais te dégager, vous me le bannez lui. Bref, on dit que son corps est composé d'os pillés sur des cadavres de personnes mortes de famille, d'où son petit nom bien sympathique. Vous voulez connaître son mode opératoire? Eh bien il évolue après minuit dans les zones rurales où les habitants ne sont pas si nombreux que cela. Il va rôder en quête de proie pour l'écraser ou la dévorer en commençant par arracher la tête. Cet énorme squelette possède des pouvoirs d'invisibilité, pas de cap je vous rassure, mais il utilise ses pouvoirs pour surprendre les voyageurs solitaires. Il a aussi la réputation d'être indestructible, mais on peut tout de même noter que selon certaines croyances, il serait vulnérable au charme d'un puissant prêtre Shinto qui pourrait le conjurer. Comme je vous l'ai dit au début, on peut avoir l'impression qu'il est très peu présent dans la culture populaire. Une impression que j'ai eue en découvrant ce squelette et peut-être que cela a été le cas pour vous aussi. On voit souvent des yokai plus connus dans la culture populaire à l'image de ceux que je vous ai cités précédemment comme le Tengu ou le Kitsune. Mais en réalité, dans la culture japonaise, le gacha de Kuro n'a rien à envier aux autres. En effet, on peut le retrouver dans sa première représentation sur une estampe qui a pour nom Suma no Furudairi de Utagawa en 1844. Pourquoi je vous parle de cette estampe? Tout simplement parce que la scène a été reproduite dans le film du studio Ghibli Pompoko de 1944. On pourra aussi le retrouver dans Inu-X Boku SS, où l'un des personnages possède la faculté de se transformer en gacha de Kuro. Dans les jeux vidéo, on le retrouvera souvent représenté en tant que boss comme dans Devil Summoners, Okamiden ou encore Castlevania. Et dans la série Netflix Alice in the Borderland, adaptation du manga, on pourra apercevoir un poster avec le gacha de Kuro dans la première épreuve qui représente la mort. Petit bonus assez sympathique, je vais vous parler de Shigeru Mura, ou sous son nom de plume Shigeru Mizuki si vous préférez. Cet homme originaire de Kohama est élevé à Sakai Minato dans la préfecture de Totori, au Japon, et est connu comme un des fondateurs des mangas d'horreur. Il va ensuite se spécialiser dans les histoires de monstres et de fantômes japonais où on va retrouver pas mal de yokai. Je ne vais pas vous faire toute sa biographie, ne vous inquiétez pas, mais s'il faut connaître la chose qu'il a fait, c'est le dictionnaire des monstres japonais. Sachez que ce monsieur est décédé le 30 novembre 2015, et pour honorer tout ce qu'il a fait, la ville portuaire de Sakai Minato où il a grandi a fait rebaptiser son avenue principale route Shigeru Mizuki. A votre avis, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ces 800 mètres d'avenue? 120 statues à l'effigie de quelques monstres et yokai du folklore japonais. Parmi elles, vous pouvez retrouver une statue assez imposante du Gacha de Kuro qui s'inspire d'une des illustrations connues de cette entité. Donc si vous faites un tour au Japon, dans le futur, avec tout ce qui se passe, et que vous passez par cette ville, vous savez quoi faire.
J'espère que la vidéo vous aura plu, il y a d'autres cultures Jap qui sont en préparation et cette fois-ci pour de vrai. Si vous êtes chaud pour ça, n'hésitez surtout pas à me proposer des idées en commentaire. Ça peut très bien être des idées de vidéos, comme des idées de yokai ou même de légendes, bref, faites-vous plaisir. C'était Mizu de la chaîne Washino Mizu, Jana. Washi viens on va se barrer envie de mailler puis envie de parler juste envie de marrer arrête avec tes langues de pute toi t'es qu'une pute toi ça me rappelle ce moment où elle m'a dit ça y est je veux plus de toi sans commentaire mais si t'as aimé je t'en prie tu peux lâcher y'a plus de soucis je t'ai dit la vérité on va plus les cahiers Washi no Mizu je te le répète seront les prochains se caguer Mizu est fidèle oui tu peux dire je deviendrai Mizu Kage.